Dans la tranchée, à l'assaut. L'horreur des combats est à son comble. Écrivain et cinéaste cherche à dire et montrer l'horreur de l'assaut. Barbus, dans son autobiographie Le Feu, en 1916, décrit cette pluie de feu, décrit cette pluie de fer, de terre et de sang. Comment communiquer entre soldats sur ce chaos? Comment exprimer cette sensation et ce sentiment face à l'indescriptible? Imaginons un échange entre deux soldats se confiant l'un à l'autre. Comment tu t'en sors, toi? Pas vraiment, je n'ai pas pu dormir après la bataille, je revoyais sans cesse le visage des soldats que j'ai tués. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Moi aussi, je n'ai pas cessé de les revoir. Tous ces soldats, ces hommes auxquels j'ai retiré la vie. Comment crois-tu qu'on peut guérir de ces blessures, ces cicatrices qu'on ne voit pas? On ne peut pas guérir des blessures de l'esprit. En tout cas, pas moi. Je ne pourrai jamais oublier le bruit sourd des coups de fusil frôlant mes oreilles. Le tremblement de terre à chaque obus tombé au sol. Le feu et les branches brûlées. La cendre collée sur mon visage. La sueur coulant sur mon front. Ces souvenirs sont et seront à jamais gravés dans ma mémoire. Moi, je ne cesse de réfléchir à combien d'hommes j'ai retiré la vie et combien de femmes sont devenues veuves par ma faute, à combien de parents j'ai retiré l'enfant. Ces questions resteront malheureusement sans réponse, car pendant une bataille, personne n'aura la force de compter les morts. Mais tu n'as pas besoin de te dire coupable. Les seuls coupables sont les puissants. Ceux qui ne se battent pas, les riches qui sont dans leur maison, tranquillement avec leurs femmes et leurs enfants. Ceux qui ne se salissent pas les mains. Tu as raison, mais cela ne change en rien ce que j'ai fait. Certes, mais nous n'avons pas fait tout ça pour rien. Nous ne mourrons pas ici. Je dois encore rejoindre ma femme et mes enfants. Tu as raison, avec tout ça, je m'éloigne de la raison. Ma femme m'attend, je ne dois pas l'abandonner. Nous devons à tout prix sauver notre peau. Combattre. Dans son film Au revoir là-haut, adapté du roman de Pierre Lemaître de 2013, Albert Dupontel nous montre cette horreur des combats. Pourtant, certains officiers, amoureux de la guerre, ont pu regretter qu'elle s'arrête. Imaginons le dialogue entre un officier prêt à tuer lui-même ses hommes pour que dure le combat, face à un poilu qui dénonce cette cruauté. Dans la rue, le soldat Albert goûte aux joies de la liberté en ce printemps 1919. Sur le trottoir, il croise le lieutenant Pradel, un amoureux de la guerre. Une discussion s'engage entre les deux hommes. Celui-ci, pour relancer la guerre à la veille de l'armistice, a envoyé 2 soldats en reconnaissance et les a abattus dans le dos. Ainsi, les tirs entre les 2 camps ont repris. Pourquoi avez-vous tiré sur mes compagnons, vos propres soldats? Car mon amour pour la guerre est plus grand que celui que je porte aux humains. De toute manière, on finira tous par mourir. Mourir à la guerre, cela est digne. Vous êtes monstrueux. C'étaient nos compagnons. Ils ont combattu à nos côtés. Pour moi, la guerre est juste un jeu où il faut gagner. Elle donne du sel à la vie, tout est plus intense. Cette guerre vous a transformé en animal. Et alors, l'être humain est déjà devenu monstrueux. L'homme est loup pour l'homme, dit-on. Cette guerre ne nous apporte rien. Cette guerre a été trop violente. Avez-vous pensé à ce que ressentent les familles? Je m'en moque. Je ne les connais pas. Ils s'en remettront. C'était leur rôle de m'obéir. Ça ne sert à rien de s'attarder sur ce sujet avec vous. Je ferais mieux de m'en aller avant que cela ne dégénère. Vous êtes simplement un sans-cœur. Vous feriez mieux de vous calmer. Avez-vous une vengeance à accomplir pour autant aimer la guerre? Eh bien, oui. Durant la guerre de 1870, les Prussiens ont tiré sur mon meilleur ami. Je ne m'en suis jamais remis. Et depuis, j'ai une envie de vengeance contre les Allemands. Je comprends qu'il vous manque. Mais que penserait-il de vous maintenant? Reprenez vos esprits. Tout cela n'est pas sain. Peut-être ne suis-je pas sain. Peut-être est-ce une folie qui me mène. C'est vrai. Mais cette haine vit en moi et cette haine la nourrit. C'est à cause de vous que des guerres se répètent sans cesse? Tout à fait. Vivement la prochaine. Vous êtes fou. Ils partent, chacun dans un sens contraire.
Raconter les lettres de Poilu. Les soldats éloignés de leur famille, confrontés au pire, ont écrit des milliers de lettres. À travers le temps, certaines nous sont parvenues. Glissons-nous dans la peau d'un poilu et imaginons la lettre qu'il écrit au sien. Marc Leroy, 10 novembre 1916. Ma chère mère, comment te portes-tu? Moi, je t'avoue que je suis fatiguée et apeurée. Depuis que je suis arrivée ici, je vis dans une tranchée. Je ne mange et ne bois pas à ma faim et je dors à même le sol. Nous sommes collés les uns aux autres et nous manquons cruellement d'espace. Nous sommes tous recouverts de sang et de terre, puant et inspirant la mort. Si tu savais à quel point ce massacre me désole, voir tant d'hommes périr au combat et s'entretuer, c'en est accablant et méprisant. J'en viens à me demander si cette guerre en vaut vraiment la peine. Se battre pour un pays, une nation qui nous ne remerciera peut-être jamais. Pourtant, je suis ici et je risque ma vie. Toute la journée, j'entends les cris des mourants et des blessés. Je me sens si impuissant. Les bombes qui ne cessent de tomber m'empêchent de dormir. Je porte les vêtements et les armes des morts. Cela me répugne à un point. Chaque jour, je vois des soldats mourir et être enterrés vivants à cause des obus. Quand je vois tout ça, je me dis qu'un jour, qu'à un moment, ça sera mon tour et je dois avouer que ça m'effraie fortement. Si je devais qualifier cette guerre, je dirais qu'elle est sanglante, impitoyable et effrayante. Elle est sanglante car énormément d'hommes y perdent la vie. Selon moi, rien au monde ne justifie qu'autant de sang soit versé. Elle est impitoyable, c'est soit on vit, soit on meurt. Il n'y a pas de pitié, c'est le plus fort qui gagne. J'ai l'impression que nous nous transformons en animaux. Cette guerre m'effraie parce qu'elle respire la mort et le chaos. Je ne sais pas ce que me réservent les jours à venir. Alors, si malheureusement je venais à mourir durant cette guerre, sache que je t'aime et j'espère que tu es fier de moi, mon fils adoré. Face à l'ennemi. Sauver sa peau. Les Français comme les Allemands meurent au combat. Chacun cherche à survivre. Dans À l'Ouest, rien de nouveau, autobiographie d'un écrivain allemand, publiée en 1926, Heinrich Maria Remarque nous montre bien que tous les soldats sont des victimes. Il raconte notamment comment il a pu tuer simplement par peur pour sauver sa peau. Tuer un homme. Et si les soldats s'étaient parlé au lieu de s'entretuer? Imaginons ce dialogue entre un soldat allemand et un soldat français, au moment de commettre l'irréparable. Dans les tranchées, un soldat allemand se retrouve face à un soldat français, mais au lieu de s'entretuer, le français dit à l'allemand: « Attends, ne tire pas. On peut parler ?»« Parler? Mais tu ne veux pas me tuer ?»« Vouloir te tuer? Jamais. Cela me répugne de devoir tuer quelqu'un pour une patrie qui ne me remerciera jamais. » Ça va te paraître bizarre, mais je suis du même avec toi. Non, ce n'est pas bizarre, car au fond, on est tous dans le même bateau. Tu as raison. Au final, nous ne sommes tous que de la chair à canon. Ouais. La dernière fois, quand j'étais en permission, j'ai bien vu tous ces friqués fanfaronner dans la ville et dire que c'est pour eux que nous nous sacrifions. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-moi. Avant d'être au front, je travaillais dans une usine. Quand je suis revenue en permission, j'ai revu mon patron. C'est quelqu'un qui est assez aisé. Il fait partie de ces friqués dont je t'ai parlé. D'accord, mais où est-ce que tu veux en venir? Attends, j'y viens. Il n'a pas d'handicap, ni de problème de santé. Donc normalement, lui aussi devrait être au front comme nous. Alors, selon toi, quelle est la raison pour laquelle il n'y est pas encore? Franchement, moi je pense qu'ils se foutent de nous. Nous envoient ici, comme si nous n'étions plus humains, mais des animaux de l'abattoir. Ça me surprend, mais actuellement, je me sens plus proche de toi que de ma propre patrie. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas du même pays que nous ne pouvons pas nous entendre. Nous appartenons à l'humanité, celle qui souffre et qu'on exploite. Tu as raison. Cachons-nous le temps que ça se termine, en espérant qu'aucun de nous deux n'aura besoin de tuer à l'avenir. Oui, tâchons de garder notre humanité. Sur ces mots, les deux soldats se séparent et vont se cacher.
Restez humain. Blaise Cendrars, dans son récit autobiographique La main coupée, nous raconte que parfois une certaine fraternité s'installe entre les combattants. Au cours d'un combat, il blesse un Allemand, qu'il fait prisonnier mais qu'il traite avec précaution. Ces hommes ont en eux une part d'humanité irréductible. Imaginons la lettre que ce soldat allemand, sauvé par un Français, a pu lui écrire après la guerre. Schwanenloth, Hambourg, 1er octobre 1919. Mon très cher camarade, cela fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment allez-vous ? Moi, je vais mieux depuis la fin de la guerre. Je vous remercie tellement de m'avoir laissé en vie. Je revois encore le moment où vous êtes venu me soigner. Lorsque vous m'avez emmené en prison, ce fut un véritable soulagement pour moi. Malgré les conditions de vie déplorables, c'était toujours mieux que de s'entretuer au fond. Je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé alors que nous étions ennemis. Depuis ce jour, j'ai énormément de respect pour vous. En revanche, je ressens de la rage envers les dirigeants qui nous ont fait combattre comme des animaux pendant qu'ils n'y participaient pas. J'ai l'impression que toutes les morts ont été vaines. Ils ont tous péri pour qu'au final ma nation perde. Je n'en veux pas à votre pays. J'en veux à tous ceux qui ont orchestré cette boucherie. J'aimerais que cela ne se reproduise plus jamais. L'horreur que nous avons vécue, je ne la souhaite à personne. Un an après ce massacre, je me reconstruis de jour en jour. Je suis redevenu banquier. J'ai pu retrouver une vie stable pour mon plus grand bonheur. J'espère que vous tenez le coup, en souhaitant que tout aille bien dans votre vie. Car vous le méritez. Avec toute ma reconnaissance, Hans Schwanenloth. Les révoltes. Parfois, les soldats s'opposent à ce que la guerre et les gradés leur imposent. Ils disent non, se révoltent. Par les mots d'une chanson protestataire, par le refus de monter au front, par la désertion. C'est ce qu'ont fait les auteurs de la chanson de Craonne, chanson anonyme de 1917, écrite en pleine guerre, quand ils voulaient dénoncer, quand ils refusaient. Imaginons leur dialogue au moment de composer la chanson. Mais j'en ai marre de cette guerre, c'est injuste. Il faudrait marquer l'esprit de la population en donnant notre avis. Je suis d'accord, et si on faisait une chanson ? Oui, en montrant que c'est nous les sacrifiés. Oui, voilà, nous sommes tous condamnés. C'est désespérant, il faudrait qu'on dise adieu à la vie et à l'amour. C'est ça qu'ils veulent, nous faire disparaître. Malheureusement, c'est pour ceux qui ont le pognon qu'on crève. C'est exactement ça, il y en a marre. Dire qu'on doit laisser sa peau pour cette guerre infâme. Toutes ces paroles iront dans notre chanson. Il faut faire entendre notre voix. Ça me dégoûte de dire que nous défendons leurs biens. C'est vrai, car nous n'avons rien, nous les pauvres types. Pour moi, nous sommes leurs chiens qui écoutent leurs ordres. C'est malheureux à dire, mais... C'est la vérité. L'autre fois, j'étais sur les grands boulevards pendant ma permission. Et j'ai vu les riches s'amuser. J'avais envie de pleurer. Oui, ces gros avec leur vie facile m'énervent. C'est bien vrai ça, mais nous pouvons rien changer. Si seulement tout le monde se battait pour la patrie, mais là... Moi j'en ai marre, j'ai envie de tout lâcher. Nous sommes les héros, eux les puissants, ils ne valent rien. En vrai, j'ai tellement peur de leur dire adieu, ma famille, ma vie et mes amis. C'est pour ça qu'on doit écrire cette chanson. Il faut montrer aux générations futures les injustices et les douleurs de la guerre. J'espère que cette guerre sera la der des der. Par contre, il ne faudra pas la signer, la chanson. On la laissera anonyme, car si on la signe, nous et notre famille, nous serons mal vus, déshonorés, nous serons exécutés pour cet écrit. Oui, bonne idée. J'espère que le message sera bien passé et que nos révélations entraîneront les révoltes. Oui, j'espère. Au travail, mes amis. Ne plus se battre. Quand les soldats n'en peuvent plus, certains perdent leur instinct de vie et préfèrent le déshonneur d'une exécution sommaire au cœur de la tranchée que le feu de l'assaut. Dans le film Les Fragments d'Antonin, film français de Gabriel Le Beaumain, tourné en 2006, un jeune soldat assiste à l'exécution d'un autre soldat qui ne parvient plus à monter sur le champ de bataille. Marqué par cette scène, il raconte à sa femme dans une lettre. Le 8 octobre 1916. Ma chère femme, je suis dans la tranchée avec mes camarades de section. On est fatigués. On dort sur le sol plein de boue. Il fait froid. Je suis angoissé de ne pas savoir si je vais te revoir un jour. Je dois te confier une idée qui me hante.
Il y a quelques semaines de cela, notre chef de section a exécuté un de nos camarades d'une balle dans le crâne car il ne voulait pas monter à l'assaut. Le chef l'a tué sur ordre de ses supérieurs. Tu te rends compte de cette atrocité? Moi, j'étais traumatisé. Je me suis dit que si on faisait tous comme lui, on pourrait arrêter la guerre. Je suis encore terrifié. J'ai vu cette exécution de mes propres yeux. Il est tombé raide devant nous, avec les yeux qui regardaient dans le vide. Gaston était un bon soldat, à l'écoute. Mais à ce moment-là, il avait bu pour se soulager, pour évacuer. Quand on lui a dit de monter à l'assaut, il ne comprenait plus rien. Il ne méritait pas ça. Je n'en peux plus. J'espère que je serai capable de monter encore et encore à l'assaut. Je prendrai sur moi pour survivre et vous revoir toi et les enfants. Désolé de te raconter des horreurs, mais la guerre et ses atrocités sont parfois dures à porter. Je t'embrasse, toi et les enfants. Ton mari qui t'aime. Désertés. Certains tentent de sauver leur vie par tous les moyens. Ils choisissent la désertion. Mais s'ils sont pris, le tribunal militaire les condamnera à la peine capitale et ils seront, comme nous le voyons dans le film Les Fragments d'Antonin, exécutés par un peloton d'exécution. Imaginons que l'un des soldats, membre de ce peloton, décide d'écrire une lettre à la veuve de ce déserteur pour expliquer son geste. Philippe, un soldat, se rend dans le village de Simon pour chercher sa femme, afin de l'avertir de cette terrible nouvelle. Il trouve un paysan et demande s'il sait où habite Simon. La paysan lui répond que ce dernier habite dans la maison au bout de la rue et qu'elle a une porte grise. Philippe part donc frapper à cette porte et la femme de Simon lui ouvre. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je suis un ami de Simon. Vous êtes bien sa femme? Oui, c'est bien moi, mais je vous reconnais. Vous êtes Philippe. Simon n'est pas avec vous? Oui, c'est moi, vous m'avez reconnu. Mais non, Simon nous a quittés. Quoi? Comment ça? C'est vrai ce que vous me racontez? Hélas, oui, ceci est la vérité. Toutes mes condoléances. Je suis abattu. Comment cela se fait-il qu'il soit mort? Il a été jugé coupable de désertion. Suite à ça, il s'est fait abattre par le peloton d'exécution qui se compose de soldats. Mais pourquoi cela se fait-il qu'il soit mort? Quelqu'un l'aurait poussé à partir? Je ne comprends plus rien. Gardez votre sang-froid, madame. Je vais tout vous expliquer en détail. Pour commencer, il a décidé de partir de son plein gré. Mais pourquoi? Je n'en sais vraiment rien. Cependant, je peux supposer qu'il a fait ça suite aux conditions de vie. Sur le front qui, on ne va pas se le mentir, n'était pas terrible. Car on se forçait à combattre. Et aussi, il voulait sûrement vous revoir en raison d'un manque. Je reconnais bien mon mari dans ce que vous dites, mais ça reste toujours insensé. Je vous comprends, madame. Moi aussi, je suis encore sous le choc après cette histoire. Simon, il était un de mes grands amis. Mais comment se fait-il qu'on l'ait retrouvé alors qu'il a déserté? Après la bataille, les généraux font l'appel dans les rangs pour savoir si tout le monde était présent. Or, quand notre général fit l'appel, Simon ne répondit pas présent. Le général décida donc d'envoyer des soldats sur le champ de bataille pour voir s'il n'est pas mort. Et c'est à ce moment-là qu'un soldat souleva un cadavre dans un trou d'obus et trouva votre mari qui, comme vous vous en doutez bien, était en train de se cacher. Mais par la suite, que l'avez-vous fait? Vous auriez pu le laisser partir, non? Malheureusement, non. Ils l'ont embarqué. Mais vous l'avez tué sur le champ? Non. Il a été emmené au tribunal militaire sous les ordres de notre chef. Et là-bas, il a été jugé pour abandon de poste et condamné à mort. Ah, je suis désolé. Je me sens pas bien. Je vais prendre un verre d'eau. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Allez-vous mieux, madame? Oui, et encore désolé. Nous pouvons reprendre là où on en était. Ce n'est pas grave, c'est normal. Je disais donc qu'il a été jugé pour abandon de poste. Mais mon mari n'a pas réagi face à ça? Si, il a fait une demande de grâce, ou du moins il a essayé. Autrement dit, une demande de non-exécution. Mais comme vous vous en doutez, elle n'a pas été acceptée. C'est absurde! Que s'est-il passé ensuite? Le tribunal décida de l'emmener alors devant le peloton d'exécution. Et que s'est-il passé là-bas? Faisant partie du peloton, le lieutenant nous a ordonné de l'exécuter.
C'était ton ami, non? Alors pourquoi as-tu tiré sur lui? Je ne comprends plus rien. Je suis vraiment désolé, je n'ai jamais voulu tirer sur lui. Au contraire, je l'ai même défendu devant les généraux. Cependant, ils n'ont rien voulu entendre et voulaient toujours l'exécuter. Vous auriez pu baisser votre arme, non? Alors pourquoi as-tu tiré? J'ai voulu le faire, j'y ai pensé, mais nos supérieurs nous ont repris et ils nous ont dit que quiconque tenterait de ne pas tirer sur lui serait aussitôt exécuté sur le champ. Mais dites-vous que ce qu'il a fait est vraiment une action de courage et que vous pourrez être fiers de lui pour cela. Vous pouvez marcher la tête haute. Oui, je ne sais plus quoi dire. Je suis vraiment navré pour ce qui s'est passé. Je suis moi-même encore confus sous le choc. En tout cas, mes plus profondes condoléances. Merci. Essayez de vous reposer et bonne fin de soirée à vous. À vous aussi. Merci de m'avoir annoncé vous-même cette tragédie. Je préfère que ce soit vous et non les responsables de cette infamie. Le soldat ayant terminé de lui annoncer la mauvaise nouvelle, elle ferme la porte sur son malheur. Le soldat, quant à lui, repart en direction de chez lui. Conscient de la douleur de cette révélation à la femme de son ami, il reste seul, avec sa culpabilité. Réparer les vivants. Trier les blessés. Une fois le combat achevé, reste sur le champ de bataille morts et blessés. Il faut sauver, soigner, réparer les vivants. Mais certains sont grièvement blessés. Les médecins sont débordés et sont amenés à trier les blessés, comme nous le voyons dans le film Les Fragments d'Antonin. Mais imaginons que l'infirmière, qui fait le diagnostic, n'accepte plus de choisir entre soigner et laisser mourir. Comment se déroulerait l'échange entre cette infirmière et ce médecin? Après la bataille, les médecins doivent trier les blessés. Hélas, il faut faire un choix entre une personne proche de la mort et un simple blessé. Il est hors de question de laisser des hommes mourir. C'est le troisième homme qu'on laisse de côté. Vous êtes médecin, vous devez les sauver. Ils ne peuvent plus être sauvés, car la plupart ont des hémorragies. Mais, écoutez-moi. Il n'y a pas de mais. N'oubliez pas que je suis médecin. Vous êtes un homme cruel. Non, je vois juste la vérité en face. Je comprends ce que vous dites, mais montrez-moi ce que je peux faire pour les sauver. Je suis infirmière, mais je peux apprendre les gestes. Je veux faire de mon mieux. Mais j'ai besoin d'une infirmière avec moi. Sinon, je ne suis rien sans vous, et vice-versa. Alors, on peut travailler jour et nuit. 2 heures de plus, ça sera plus efficace. On pourra sauver quelques vies. Mais c'est impossible. Nous travaillons déjà 16 heures par jour. On sera trop fatigués. Donc, nous ferons des erreurs. Et ils ne seront pas bien soignés. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je ne suis pas un magicien. D'accord, je vous entends. Mais je vous souhaite une chose. Qu'on n'enlève plus leur médaille avant leur disparition. Pour eux, ça signifie qu'ils sont presque morts alors qu'ils sont encore vivants. S'il vous plaît, il faudrait aussi qu'un soldat reste à leur côté jusqu'à leur dernier souffle. C'est d'accord. Nous leur donnerons une mort plus humaine. Les gueules cassées. Parmi les pires blessures physiques vécues par les soldats, on trouve ceux qu'on appelait les gueules cassées. Des visages détruits et des vies ravagées. Dans Au voir là-haut, roman adapté en film, le jeune Édouard Péricourt découvre avec horreur l'état de son visage, dont la moitié inférieure a été emportée. À l'hôpital, son frère d'armes, Albert, veille sur lui. Mais le jeune homme au visage détruit veut mourir. Le soir, quand Albert est parti dormir, Édouard écrit à son ami une lettre lui expliquant pourquoi il souhaite mettre fin à ses jours. Le lendemain, l'ami à son chevet lit la lettre, mais explique à son ami qu'il ne peut pas faire cela. Le 16 juillet 1918. Cher Albert, mon ami, je suis fatigué de me cacher. Mon visage m'oblige à rester dans l'ombre. Mon père n'acceptera pas ma nouvelle apparence. Ma sœur ne me reconnaîtra pas. Il me manque beaucoup. Même mon père qui s'est toujours mal comporté avec moi. Mais au fond de lui, je sais qu'il m'aime. Tu es la seule personne qui m'accepte comme je suis. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas m'accepter avec ce visage. Je veux mourir. Comment vivre avec la moitié de ce visage? Comment connaître l'amour avec ce visage? Comment vivre sans être animé? Comment connaître de nouvelles saveurs? Comment vivre sans parler? Comment vivre tout simplement?
Tout à l'heure, quand j'ai levé mes bandages, j'ai vu un visage en sang, un visage en morceaux. J'ai compris aussi pourquoi je ne pouvais plus parler, je n'ai plus de bouche, ni de langue, ni de dents. Je ne veux plus vivre, au revoir mon ami et merci pour tout. Albert lit cette lettre et se précipite auprès de son ami à l'hôpital. Comment as-tu pu écrire ça? Jamais je ne te laisserai mourir. Tu n'as pas besoin de ta mâchoire pour vivre. Certes, ça va être compliqué, mais tu as un talent pour la peinture. Tu as un véritable don pour la peinture. Je ne te laisserai pas gâcher ton talent. Tu as de l'or dans les mains. Je suis ton ami. Je serai toujours là pour toi. Je ne te laisserai pas tomber. Les traumatismes psychologiques. La guerre ne se contente pas d'anéantir les corps, elle détruit également les âmes. Nombreux sont ceux qui perdent l'esprit, qui reviennent de la guerre sans plus pouvoir parler, marcher, dormir. Le film Les Fragments d'Antonin traduit cette détresse. Le jeune héros n'a plus l'usage de la parole, mis à part 5 prénoms qu'il répète. Des gestes comme des tics qui l'habitent. Ne fait que réagir aux sons et aux objets qui symbolisent la guerre. Heureusement, un psychiatre cherche à le soigner. Quelques mois plus tard, le malade ne peut toujours pas parler, mais il commence à mieux comprendre ce qui lui est arrivé. Il décide d'écrire une lettre à son médecin. Il lui explique ce qui l'a traumatisé dans cette guerre. « 15 novembre 1920. Cher médecin, j'ai peur, j'y pense et je suis si angoissé. Depuis que j'en suis revenu, j'y repense sans cesse. À mes émotions se mélangent mes pensées. Pas une minute ne se passe sans que mes séquelles me rappellent mon passé. Lorsque j'entends un bruit, similaire à un coup de feu, je me précipite à terre, en tremblant. Les mains sur la nuque. Je ressens encore cette pression lorsque j'entends un sifflet. Je pleure lorsque je vois un casque. Je frôle l'arrêt cardiaque quand je vois un fusil. La dernière fois que j'ai entendu un bruit de moteur, celui-ci m'a fait penser à un roulement de tambour. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Je me rappelle du visage, de l'expression de mon lieutenant, blessé, me suppliant de l'aider, mais le médecin avait déjà donné son verdict. Le lieutenant avait pourtant exécuté un de mes camarades, après nous avoir ordonné d'aller nous battre. Celui-ci était épuisé, écœuré de se battre. On ne vivait plus, on survivait. Mes efforts à la guerre ne se sont récompensés que par des souffrances du passé qui viennent hanter mes esprits. Je suis déjà demandé comment je vais finir mes jours. Ma vie. Docteur, je sens avec tristesse que ma maladie est comme incurable. Il est impératif de me mettre dans un endroit clos, fermé du monde, sans reflet de mon vécu. Sur ces mots, j'espère que vous confirmez mon bilan et que vous prendrez en compte mon désarroi. Merci à vous. Cordialement, Antonin. Cher patient, j'ai longuement étudié votre lettre. J'aimerais vous affirmer que je peux vous sauver. Mais j'ai le regret de vous affirmer que vous êtes un cas parmi d'autres à aider. Car oui, avec la fin de cette guerre mondiale, cela est tout nouveau pour nous. Les traumas sont difficiles à réparer, mais pas impossibles. C'est mon devoir de faire de mon mieux. Ce processus va prendre beaucoup de temps, ce sera long, pénible, mais vous serez un jour libéré de vos angoisses. Antonin, à partir du jour où vous lirez cette lettre, je vous invite à continuer à écrire tous les jours. Cela aide, vous aide. Je serai en mesure de vous soigner et de vous faire progresser. Et en parlant de progression, je vous affirme que c'est déjà le cas. Le fait d'en parler dans cette lettre démontre que vous avancez. Bon courage, continuez comme ça. Docteur Richard Montenir.